Pendant l'ère du bélier, Anaximène, le philosophe de Milet, qui connut le respect et a inspiré un certain Pythagore, avait deux précurseurs, Anaximandre, dont il a été l'associé, et Thalès, fondateur de l'école ionienne. Tous les trois, Anaximène, Anaximandre et Thalès, tenaient pour théorie que la Terre est plate, entourée d'une sphère qui forme la voûte céleste et que tout est issu d'une substance primordiale. L'eau tient une place particulièrement importante. Anaximène ajoute à la théorie du rôle déterminant de l'air, dont la place et le rôle le plus subtil qui lui donnait peut in fine prendre celui de l'éther. Les amis de la propagande mensongère, pour s'opposer à la vision dite moyenâgeuse et géocentriste de la religion, aiment sortir du chapeau leur ancien philosophe. Aristarque de Samos, Érastosthène, promoteur théoricien d'une terre globe. Mais à part ça, qu'est-ce que l'histoire a retenu de Pythagore, le géocentriste, et Thalès, le platiste, ont chacun émis un théorème de géométrie, enseigné dans les collèges encore aujourd'hui. Nous avons donc Thalès, un platiste, auquel on se réfère en matière de géométrie, chercher l'erreur. Comment un philosophe, devenu une référence en géométrie, a-t-il pu théoriser la forme d'une terre plate? Vous allez dans un supermarché, vous prenez un caddie, vous le remplissez à bord de victuailles, puis vous mettez derrière et vous le poussez et vous le lâchez. Et évidemment, le caddie continue à avancer. Eh bien, un premier constat, ce ne sont pas les tourbillons d'air qui sont derrière le caddie qui le font avancer, c'est l'inertie. Et si vous étiez venu à l'époque d'Aristote et que vous ayez pu introduire ce concept, vous auriez complètement changé la science de l'époque parce que Aristote ignorait le mot inertie. Voilà. En effet, du temps d'Aristote, lorsqu'un archer bandait son arc et décochait une flèche, eh bien, tout le monde était persuadé que si la flèche continuait à avancer, c'est parce qu'il y avait des tourbillons d'air qui la poussaient derrière. Le mythe du progrès veut faire passer les anciens pour des hommes moins intelligents pourtant. L'intelligence des hommes des temps anciens était en lien avec la nature et la respectait, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui avec les apprentis sorciers de la science moderne. Thalès a prédit l'éclipse de soleil qui mit fin à la guerre entre les Lydiens et les Médès. Cela reste une énigme pour certains spécialistes de notre époque, se croyant au summum de l'intelligence et du progrès. Comment Thalès, très connu comme référence et précurseur de la géométrie élémentaire, oui, comment Thalès, beaucoup moins connu comme théoricien d'une cosmogonie de la Terre plate, a-t-il fait pour prédire une éclipse de soleil sans les outils de la science moderne? La machine d'Anticythère peut vous mettre sur le chemin d'une réponse. Plus encore, elle confirme la théorie de sa cosmogonie. Voici l'histoire d'une trouvaille archéologique exceptionnelle. Il y a une centaine d'années, des pêcheurs d'éponges découvrent par hasard les vestiges d'une épave pleine de trésors antiques près des côtes de l'île grecque d'Anticythère. Parmi les statues et autres œuvres d'art se trouve une masse de bronze fossilisée, pas plus grosse qu'un ordinateur portable. On y distingue plusieurs roues dentées gravées d'inscriptions mystérieuses. Cet objet sera baptisé la machine d'Anticythère. Une équipe internationale de chercheurs s'est lancée depuis une décennie dans une aventure archéologique et une enquête scientifique hors du commun. Ces experts finiront par prouver qu'il y a 2 millénaires, un savant grec a mis au point un ancêtre des ordinateurs. Le mathématicien Tony Freeth coordonne les travaux des chercheurs et mène certaines des investigations les plus décisives. Nos experts se penchent sur les travaux de leurs prédécesseurs. Les premières recherches significatives sont menées en 1905 par Albert Rehm, un spécialiste allemand des écritures anciennes.
Selon l'hypothèse de Rehm, ce mécanisme permettait de prévoir les levées et couchers des astres sur toute une année. On s'est ensuite intéressé aux travaux de Derek de Sola Price, un physicien d'origine anglaise. Il a commencé ses recherches dans les années 50, d'abord à Cambridge, puis à Yale. Il a été le premier à passer les 3 fragments au rayon X. Grâce à ses radiographies, il a pu dénombrer 27 rouages distincts. C'était donc un dispositif extrêmement complexe. Derek Price est aussi le premier à comprendre comment assembler les 3 fragments de la machine. Le physicien a découvert les vestiges d'une spirale divisée à l'origine en 235 segments. Elle permettait aux Grecs d'aligner leur calendrier lunaire et solaire selon un cycle de 19 années. Au 5e siècle avant notre ère, l'astronome Méton d'Athènes avait imaginé un calendrier fondé sur le même principe, le calendrier métonique. Grâce aux radiographies, Price a compté 127 dents sur l'une des roues. Sur une autre, il a obtenu le nombre 235. Ce sont 2 chiffres très importants dans l'astronomie grecque. Les Grecs savaient que d'une pleine lune à l'autre, il fallait compter 29 jours et demi. Le problème, c'est que leur calendrier comptait 12 mois. Or, 12 fois 29,5 ne font que 354 jours, soit 11 de moins qu'une année solaire. Du coup, au bout de quelques temps, le calendrier n'était plus en phase avec l'année solaire et les saisons. Mais les Grecs savaient aussi que 19 années solaires correspondaient presque exactement à 235 cycles lunaires. Cela signifiait qu'au bout d'un cycle de 19 années calendaires, on retombait en phase avec les saisons naturelles. Ce mécanisme était bien plus ingénieux qu'une horloge astronomique basée sur le cycle métonique de 19 années. L'engrenage à 127 dents a permis à Price de comprendre une autre de ses fonctions. Les Grecs ont constaté qu'il fallait 29 jours et demi pour que la Lune se retrouve à nouveau entre le Soleil et la Terre. En revanche, elle ne met que 27,3 jours pour s'aligner à nouveau avec une même étoile. Autrement dit, pour accomplir une orbite complète autour de la Terre. Si on fait le calcul, on s'aperçoit qu'au cours d'un cycle de 19 années solaires, la Lune fait 254 fois le tour de la Terre. Cela fait beaucoup de dents à découper sur un seul disque. L'inventeur de la machine a donc choisi une roue à 127 dents, soit la moitié de 254. Puis il l'a couplée à d'autres engrenages pour multiplier ses effets par 2. En découvrant cette roue à 127 dents, Price a révélé une autre fonction du mécanisme, reproduire les révolutions de la Lune autour de la Terre. Nous étions en présence de 2 nombres premiers, 19 et 127, qui avaient chacun une fonction cruciale. Michael Wright a enrichi sa machine d'un dispositif supplémentaire. S'inspirant des idées de Derek Price, il a ajouté à l'avant du boîtier un planétarium complexe et ingénieux. Quand on examine l'avant du fragment principal, on voit tout de suite qu'il manque une grande partie des rouages d'origine. Sur cette roue, on aperçoit les vestiges d'une autre structure circulaire qui devait tourner sur elle-même, comme un manège. J'en ai déduit qu'il s'agissait d'une reproduction du cosmos. Ce planétarium représente l'univers tel que les Grecs l'imaginaient, c'est-à-dire géocentrique. Le disque au centre figure la Terre, et tout le reste tourne autour. La Lune est facile à repérer, elle est au premier plan, et c'est elle qui se déplace le plus vite. Tandis qu'elle progresse sur son orbite, un croissant de Lune apparaît peu à peu. Au bout d'une semaine, on est au premier quartier. On voit la moitié de la face visible. Une semaine après, c'est la pleine Lune. Plus la Lune s'approche de la Terre, plus elle accélère et elle ralentit lorsqu'elle s'en éloigne. Étonnamment, ce dispositif reproduisait les mêmes fluctuations. La vitesse de rotation de cet engrenage varie selon la position de son ergot dans la fente. Quand l'ergot se trouve près de l'axe de rotation, la roue tourne plus vite. Puis il s'éloigne à nouveau du centre
et la roue ralentit. Ce dispositif reproduit les variations de vitesse de la Lune à travers le ciel. Price l'avait décrit comme un train épicycloïdal. Michael White a fait une brillante observation. Il a découvert que l'un des rouages montés sur l'engrenage à 223 dents était surmonté d'une sorte d'ergot. On pourrait imaginer que ces deux engrenages tournaient donc autour du même axe de façon synchrone et qu'il s'agissait là d'un dispositif parfaitement inutile. Mais White a constaté que la roue avec l'ergot tournait autour d'un axe légèrement différent. Cela impliquait que sa vitesse de rotation n'était pas toujours la même. Le plus étonnant, c'est le nombre de rouages rassemblés dans un espace si réduit. Les engrenages sont entassés sur plusieurs couches, les uns à côté des autres. Dans le fragment principal, nous en avons compté 27. Dans le mécanisme d'origine, il y en avait probablement entre 50 et 60. Ça remet en question tout ce qu'on croyait savoir sur les savants de l'Antiquité. L'histoire des sciences en est complètement bouleversée. Visiblement, les Grecs du IIe siècle avant notre ère étaient capables d'inventions dont nous n'avions jusqu'à présent aucune idée. Ces nouvelles données allaient peut-être nous permettre de comprendre le rôle d'un grand engrenage doté de 222 ou 223 dents. Grâce aux travaux de Derek Price, on avait déjà connaissance de deux nombres premiers très importants. Le 19, qu'on retrouvait multiplié par 2 dans deux roues à 38 dents, et le 127. Si cet engrenage avait 223 dents, quelle pouvait être la fonction de ce nouveau nombre premier? Nous avons découvert la signification de ce nombre au British Museum de Londres. C'est quoi cette période de 18 années? Elle correspond à un cycle de 223 mois lunaires, utilisé pour prévoir les éclipses. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un saros. Grâce aux observations consignées sur leurs tablettes, les savants babyloniens ont constaté que les éclipses solaires et lunaires se reproduisaient tous les 223 mois. Les Grecs de l'Antiquité avaient mis au point un mécanisme capable de prévoir divers phénomènes astronomiques. En tournant au milieu de la spirale, l'aiguille indiquait les futures éclipses. Ici, par exemple, une éclipse solaire suivie d'une éclipse lunaire le mois suivant. C'est un exploit extraordinaire. Ce sont des représentations médiévales du cosmos, mais telles que les Grecs de l'Antiquité l'imaginaient. Vous avez la Terre au centre, entourée de plusieurs anneaux figurant les sphères célestes, censées contenir les astres, de la Lune jusqu'à Saturne. Le planétarium de la machine d'Anticythère représentait sans doute lui aussi un plan en coupe du cosmos. J'ai voulu imaginer un planétarium mécanique qui permette de prévoir la position exacte des astres tout en restant relativement simple. J'ai commencé par Mars. Je l'ai actionné par 4 engrenages avec un dispositif à ergot et à fente. Son principe de fonctionnement est presque identique à celui de la Lune. J'ai suivi la même méthode pour les autres astres. Et j'ai constaté que tous les rouages s'emboîtaient sans problème sur la face antérieure de notre machine. Comme le planétarium de Michael White, mon dispositif représente le cosmos tel qu'on l'imaginait à l'époque. Je n'ai pas beaucoup de mérite, j'ai simplement redécouvert ce que les Grecs de l'Antiquité savaient déjà. Et avec ce système, c'était déjà pas mal, mais après, comme il restait des imperfections dans le pointage des planètes dans le ciel, on a rajouté d'autres cercles. Alors avec un système à 2 cercles, 3 cercles, 4 cercles, on arrivait à augmenter la précision. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que il n'y a pas de limite à cette façon de pouvoir coller avec les observations. Et c'est ainsi que ce modèle a tenu la route pendant 15 siècles. Mais là, ce que vous devez bien retenir, qui est extraordinaire, c'est que voilà, un modèle faux qui donnait des résultats justes. Et après, lorsque, avec Copernic, le Soleil a été replacé au centre du système, eh bien, les gens ont imaginé aussitôt que les planètes avaient des trajectoires circulaires, encore une fois. Et là, il n'y a plus de problème de retour en arrière. Mais en faisant des calculs avec des trajectoires circulaires, on arrivait à des résultats faux. Ce qui fait qu'il y avait des gens qui disaient, écoutez, votre système héliocentrique est bien gentil, mais ça marche pas.
Hein, ça donne pas de bons résultats, alors que le système de M. Ptolémée, alors ça c'est intéressant, parce que c'est très précis, et en plus c'est infiniment perfectible. Donc on avait un modèle juste qui donnait des résultats faux, et un modèle faux qui donnait des résultats justes.